Bien, mesdames et messieurs, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir consacré quelques temps pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement, parce que je considère cet échange comme une occasion de co-construire. Vous me donnez là aussi l'occasion, l'opportunité de préciser que le CAMES a été créé en 1968 et cette création traduit la volonté des pères du CAMES de prendre en main leur dignité, de prendre en main leur indépendance. En fait, la meilleure indépendance, elle s'acquiert à travers le savoir. Si l'élite des pays africains continuait à être évaluée dans les pays qui ont servi de colonisateurs, de quelle indépendance parlerait-on? C'est donc sous ce prisme que les pères fondateurs ont créé le CAMES pour une prise en main de leur dignité, de leur développement à travers une mutualisation du savoir. Il est important que les uns et les autres aient ça présent à l'esprit pour savoir qu'ils ont le devoir, que nous avons tous le devoir de promouvoir le label du CAMES. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dynamique de l'assurance qualité au niveau continental. Pour aborder cette présentation, je vais évoquer les problématiques et défis de l'enseignement supérieur. Je vais évoquer la dynamique de l'assurance qualité au niveau continental. Je vais parler du cadre régional d'assurance qualité qu'est le CAMES et je vais évoquer l'axe 4 de ce plan stratégique qui n'est rien d'autre que le programme assurance qualité du CAMES dans le cadre de sa volonté d'asseoir une culture d'assurance qualité dans les écoles. Enfin, nous évoquerons l'accréditation des ordres de formation. Nous parlerons donc de l'outil PLED qui est donc un levier d'accompagnement à l'assurance qualité et nous terminerons par l'actualité pour voir quelle est la résilience que le CAMES propose pour l'avenir, pour maintenant et pour l'avenir, suite à la pandémie de la COVID-19. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. C'est vrai, parce que il n'y a pas meilleure ressource que le capital humain. Et le capital humain se distingue des robots et des autres créatures grâce à son système de pensée. Et ce système de pensée se construit d'une certaine façon et c'est tout ceci qui participe au savoir. Et le CAMES, en 2013, face aux différentes contraintes et mutations observées dans l'enseignement supérieur au XXIe siècle, le CAMES a repensé son mode d'intervention en se dotant d'un plan stratégique de développement pour renforcer sa légitimité, son attractivité et son rayonnement comme agence régionale d'assurance qualité et revendiquer de façon organique son label qualité en coexistence avec les organismes nationaux d'assurance qualité. Le CAMES, avec le PSD, s'est doté là d'une vision et d'un cadre harmonisé qui place la qualité au rang de ses priorités à l'interne comme à l'externe. Alors, quelles sont les problématiques et défis d'enseignement supérieur auxquels doivent répondre les différentes actions que le CAMES
préconise de mener dans le cadre d'une vision portée par le plan stratégique de développement. Il s'agit de la massification des effectifs, une insuffisance des infrastructures, une faible utilisation des TIC dans l'enseignement supérieur de la recherche, une qualité très inégale de la formation selon les filières, un faible taux d'encadrement, une faible insertion des institutions d'enseignement supérieur au réseau mondial de la recherche, une faible participation à l'économie du savoir, un chômage massif des jeunes diplômés, une faible culture de l'évaluation des acteurs, une faiblesse des systèmes de gouvernance, une contre-performance des universités et centres de recherche, une exigence accrue de la qualité et de la pertinence des diplômes, un scepticisme vis-à-vis des diplômes délivrés par les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Maintenant, nous pouvons aborder la dynamique assurance-qualité continentale au niveau continental. Atteindre cette ambition 2, l'Union africaine s'est dotée pour les 10 années qui suivent, s'est dotée d'une stratégie continentale de l'éducation, une vision pour l'éducation afin d'atteindre cette ambition. Quels sont les objectifs majeurs? Ces objectifs majeurs tournent autour d'une volonté de combler le fossé entre les systèmes éducatifs disparates en Afrique, de disposer d'une plateforme d'intégration pour développer des initiatives régionales d'harmonisation qui s'inscrivent dans un processus continental d'harmonisation, de faciliter l'élaboration conjointe de programmes d'études, de faciliter la reconnaissance des diplômes et promouvoir la mobilité académique intra-africaine, de promouvoir le développement des mécanismes d'assurance qualité harmonisés. Vous avez ici un tableau qui présente le cadre continental qui a été imaginé. Et ce cadre continental, c'est le PACAF. Le PACAF en tant que cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation. Et à droite, vous avez les différentes initiatives ou les organisations qui vont prendre en charge la mise en place du contenu du PACAF. Nous avons ACA, qui est une initiative d'harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation. Cette initiative a déjà vécu dans sa première édition. Maintenant, elle est au niveau de sa deuxième édition. Et au niveau de sa première édition, cette initiative ACA a permis d'élaborer des standards et des lignes directrices d'assurance qualité, qui sont donc des orientations qui doivent guider la démarche qualité au niveau de toute l'Afrique. Grâce à cette initiative, le cadre panafricain s'est doté d'un système d'évaluation AQRM, de taux-évaluation institutionnelle. Et maintenant, dans sa deuxième phase, qui a commencé depuis la COVID-19, qui a commencé, dans ce cadre-là, il y a une volonté de vulgariser tous les outils qui ont été mis en place lors de la première édition de l'initiative ACA. Donc, on peut dire que ACA a déjà accompli, posé de grandes actions et s'apprête à divulguer, à promouvoir par différents mécanismes tout ce qui a été mis en place. À côté de cette initiative, il y a une autre, c'est l'initiative SIFA, initiative pour les compétences en Afrique. Cette initiative vise à mettre en place un cadre de qualification de compétences, un cadre de qualification et de certification professionnelle. Là, on s'intéresse directement au métier. Au métier. Quelles compétences pour quel métier? Et l'autre initiative, c'est l'initiative Tuning qui a été développée depuis au niveau de l'Union africaine et qui permet là
transférabilité au niveau africain des crédits, hein, avec donc une reconnaissance mutuelle basée sur la reconnaissance de crédit, l'accumulation de crédit et le transfert qui peut être pris en compte lorsque un étudiant part d'un pays à un autre ou d'une université à une autre. Ceci donc est mis en valeur. L'UNESCO a eu à promouvoir aussi un autre cadre, c'est la convention d'Addis Abeba. Cette convention d'Addis Abeba, en fait, remplace une convention africaine qui existait déjà, c'est la convention d'Arusha qui permettait la reconnaissance mutuelle. Sauf que cette fois-ci, cette reconnaissance mutuelle s'est adossée également sur des dispositifs d'assurance qualité. Désormais, la reconnaissance ne se fait plus tout simplement sur les curricula, hein, mais ça nécessite aussi qu'on dispose, que le pays dispose des systèmes d'accréditation, hein, qui peuvent rassurer, renforcer la confiance entre les partenaires. Enfin, lorsque tout ceci sera mis en œuvre, on aura encore l'initiative ACA qui viendra maintenant pour mettre en place le cadre africain d'assurance qualité et d'accréditation, dont le rôle sera donc d'accompagner tout ça dans la durée, hein, et de procéder à des évaluations. Maintenant, nous allons nous intéresser au CAMES. Le CAMES, bien évidemment, est né en 1968, donc n'a pas attendu que l'Union africaine puisse avoir une vision intégrée comme présentement, hein, la vision 2063. Nous avons déjà, nos pères fondateurs avaient cette vision d'intégration, hein, et à ce titre, nous apportons notre expérience au niveau consultatif auprès des instances mises en place par l'Union africaine. Nos objectifs, c'est fournir aussi des standards, des références, hein, pour permettre à notre espace de pouvoir distinguer des situations acceptables en matière d'assurance qualité et non acceptables au niveau donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, de garantir la qualité des diplômes au niveau du supérieur, d'accompagner les institutions d'enseignement supérieur de recherche vers une dynamique d'amélioration continue des pratiques, de créer la confiance pour une reconnaissance mutuelle des diplômes afin de stimuler la mobilité intra-régionale et extra-régionale, d'accompagner et soutenir la réforme LMD pour améliorer la qualité et la pertinence des formations délivrées par les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Quelle est notre finalité ou quelles sont nos finalités? C'est d'abord satisfaire notre espace au niveau de la région, mais aussi de promouvoir cet espace-là au niveau d'un espace beaucoup plus large, à côté d'autres structures régionales, hein, de promouvoir donc la communauté universitaire et scientifique des États membres, hein, au sein donc du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation. Donc, comme vous pouvez le percevoir, nous sommes en phase avec tout ce que fait, toute la vision que décline l'Union africaine, d'autant plus également que nous sommes dans le comité de pilotage des initiatives en cours, initiatives concernant ACA ou initiatives concernant le cadre de qualification et de certification professionnelle. Alors, quelle est l'articulation finalement? On pourrait être perdu en se disant, mais il y a trop d'organismes d'évaluation, il y a trop de cadres d'évaluation. Comment tout ceci peut s'articuler? Nous sommes des hommes intelligents et nous devons, en tant qu'hommes intelligents, c'est-à-dire
ayant une certaine culture qui souche notre civilisation, nous devons pouvoir savoir trouver les moyens de vivre en harmonie. Alors, le cadre continental, c'est le cadre global qui édicte les références, les lignes directrices, qui édictent à partir desquelles on a des référentiels d'évaluation interne ou externe. Et le cadre continental, qu'on appelle donc le PACAF, dont on parlait tout à l'heure. Et parmi les activités dévolues à ce cadre continental, nous avons aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité de définir un cadre, de mettre en place un cadre juridique pour pouvoir certifier les qualifications professionnelles. Le cadre continental est constitué de plusieurs cadres régionaux. Et il est constitué, bien sûr, de plusieurs nations, de cadres donc nationaux. Dans le cas de l'espèce du cadre régional du CAMES, qui est l'un des vieux cadres au niveau régional, oui, au niveau du continent, hein, le cadre du CAMES édicte lui aussi des lignes directrices et des références qui doivent servir aux cadres nationaux, que j'ai appelés ANAC. Et on dispose d'un cadre régional de certification et de qualification qu'il convient de renforcer en tenant compte de la nouvelle vision de l'Union africaine. Les directives que le cadre régional met en place servent à alimenter les cadres nationaux, donc les ANAC. Et les ANAC, à leur tour, également, au niveau donc national, en s'inspirant des orientations des directives du CAMES, édictent également des lignes directrices et des références qui tiennent compte de la spécificité et du niveau national. Et ils édictent aussi un cadre national de qualification. Aussi bien l'ANAC que le CAMES, il dispose donc d'un ensemble de référentiels qui peuvent permettre au cadre institutionnel de se faire évaluer. Et si on a une évaluation au niveau national, c'est donc une certification nationale qu'on a, une accréditation nationale. Et si on a une évaluation selon les références du CAMES, c'est maintenant une évaluation multi-pays, donc une évaluation régionale, avec tout ceci comporte comme avantage. Mais tout ceci se fait en osmose, en complémentarité, non en subsidiarité, mais non pas dans le cadre d'une subsidiarité avec les agences nationales. Maintenant, parlons du programme Assurance Qualité. Le programme Assurance Qualité du CAMES a pour objet d'asseoir la culture de la qualité, la culture, je dis bien, de la qualité au niveau des pays membres. Si, dans le contexte de la mondialisation, vous n'avez pas de produits de qualité, mais vous ne pouvez pas compter dans ce contexte. On va vous négliger. C'est pourquoi je dis que la qualité constitue la monnaie d'échange dans ce contexte de mondialisation. Si vous voulez être fréquenté, il faut que vous puissiez vous distinguer à travers un certain nombre de valeurs. Et la qualité est au centre de ces valeurs-là. Alors, après le premier plan stratégique 2015-2019 que nous avons mis en place, nous disposons
à l'intention d'abord de notre espace, nous disposons des publications. Hein. Ces publications sont indiquées ici, appui à l'assurance qualité d'enseignement supérieur et la recherche dans l'espace UEMOA, assurance qualité dans l'espace CAMES, concept, méthode, etc., assurance qualité interne, méthodologie, bonnes pratiques, etc., etc. Donc, nous disposons des publications. Nous disposons aussi des outils, des instruments, hein, qui peuvent être utilisés. Référentiel pour l'accréditation des ordres de formation à distance, référentiel pour le cadre de développement des systèmes d'information, référentiel pour l'évaluation des offres de formation, référentiel pour l'évaluation des programmes de recherche, référentiel pour l'évaluation institutionnelle, donc tout ce qui est gouvernance, référentiel d'évaluation des écoles et des formations doctorales. Nous disposons des guides, hein, qui doivent inspirer et qui participent à la qualité, hein, le code d'éthique et de déontologie, hein, le cahier des charges pour la création d'universités privées, hein, comment mettre en place le système LMD, le guide d'évaluation des enseignants, chercheurs et chercheurs, des guides méthodologiques pour l'auto-évaluation, pour la création d'agences nationales, pour la mise en place des cellules institutions d'assurance qualité. Voilà quelques vues de quelques-uns des guides et référentiels. Donc, nous pouvons dire qu'au niveau de notre espace, et pour nous qui côtoyons les autres espaces, nous savons que nous sommes dans le peloton de tête. Hein? Nous disposons des outils compétitifs qui doivent transformer nos universités et renforcer leur compétitivité, leur rayonnement et leur attractivité pour faire en sorte que nous puissions garder, former nos étudiants et les mettre à la disposition des pays pour leur développement. Alors, comme outil de changement, d'accompagnement au changement, nous disposons d'un outil qu'on appelle le programme de reconnaissance et équivalence de diplôme. Ce programme de reconnaissance et équivalence de diplôme permet une auto-évaluation et une évaluation externe par des pairs qui vous accompagnent dans l'identification de vos faiblesses et dans la promotion de vos atouts afin de pouvoir procéder à des changements pertinents pour être dans le peloton des gagnants. Jusque-là, ce PRED s'organise sous forme de colloques, mais on peut imaginer, hein, c'est un dispositif agile qui peut se faire sur simple commande. Hein, c'est un regroupement qui peut se faire rapidement, pas forcément, ça peut se faire au-delà du colloque annuel que nous organisons. Alors, quel est le cadre juridique de ce dispositif de changement? Il est très ancien, depuis 1972. C'est vous dire que le CAMES a une position avant-gardiste. Nous sommes là depuis. Et nous travaillons pour l'assurance qualité depuis 1972. Et la Convention d'Arusha est venue bien après 1972, en 1978, si ma mémoire est bonne. Par cette convention, les parties contractantes affirment leur volonté de reconnaître les grades et diplômes délivrés par leurs établissements comme valables de plein droit ou équivalents sur le territoire de chacune d'entre elles. La reconnaissance de la validité de plein droit ou de l'équivalence de grades et diplômes est subordonnée à des critères scientifiques, pédagogiques, institutionnels constituant le cadre de certification. À côté de cela, c'est ajouté un certain nombre de textes juridiques d'accompagnement. Hein. C'est l'accord du PRED de 2009 adopté par le Conseil des ministres pour prendre en charge la problématique de l'assurance qualité, pour mieux l'adresser. Il y a aussi la décision du Conseil des ministres de 2009 qui
qui promeut la participation des établissements aux frais de gestion de l'accréditation et de l'assurance qualité. Et enfin, on a l'arrêté de 2014 qui porte sur la mise en œuvre des décisions des colloques du programme PRED. En 2014, à partir de 2014, il y a eu un ajustement qui a été fait pour traduire le fait que l'assurance qualité ne se décrète pas, l'assurance qualité se construit dans le temps et que lorsque on a une accréditation, cette accréditation peut être valable aujourd'hui et si on dort sur ses lauriers, on peut perdre la qualité, alors auquel cas, au bout d'un certain temps, il faudrait renouveler son accréditation, se faire revisiter pour voir si on a augmenté en qualité ou pas. Alors, quelles sont les exigences de l'accréditation CAMES? Il y a un certain nombre d'exigences. Sur le plan administratif, il faut d'abord qu'il y ait une habilitation nationale. Il faut qu'il y ait un accord du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du pays pour une candidature au niveau du CAMES. Et puis, lorsque vous avez réussi à avoir tout ça, ben, vous pouvez soumettre votre dossier selon la procédure de soumission des dossiers, hein, mais ceci exige des frais d'examen de dossier pour le service rendu, parce que tout ça, ça participe à la qualité. Sur le plan académique, il y a une grande exigence. Le responsable académique de l'établissement doit être un enseignant de rang A et permanent ou où l'établissement doit disposer d'un contrat avec un professeur associé. Et il faut justifier de la sortie d'une promotion au moment du dépôt du dossier. Il faut s'assurer que vous avez déjà mené à terme une formation. Et donc, si on vous accrédite, on ne vous accrédite pas sur la base de rien, mais sur la base d'une expérience. Parce que l'accréditeur, l'agence qui accrédite, fait foi vis-à-vis des différentes cibles qui vont venir après travailler avec les établissements. Au niveau de la procédure, vous avez là une présentation. Donc, en gros, de manière ramassée, il faut formuler une demande de reconnaissance de diplôme. Il faut réaliser une auto-évaluation. Pour arriver à l'auto-évaluation, il y a un colloque qu'organise, une session d'appropriation qu'organise le CAMES en présentiel, mais désormais nous allons l'organiser aussi à distance pour renforcer les capacités de ceux qui veulent présenter des candidatures dans le cadre du PRED. Donc, une fois l'auto-évaluation réalisée, les dossiers sont transmis au niveau du secrétariat général en les mettant en ligne. Il n'y a plus de dossiers qui viennent physiquement. Donc, on dépose des dossiers. Il y a une transmission en ligne instantanée. Voilà. Et après, on déclenche la procédure de l'évaluation externe qui fait intervenir donc des experts, qui viennent in situ pour voir, experts qui travaillent à distance sur les dossiers. Ces experts soumettent des rapports. Ces rapports-là sont examinés par une commission d'accréditation lors d'un colloque ou lors d'un rassemblement qu'on peut organiser. Il s'ensuit une décision d'accréditation. Cette décision d'accréditation est favorable. Si elle est favorable, auquel cas ça poursuit sa route. Si elle n'est pas favorable, un recours peut être fait aux instances du PRED. Et si le résultat est favorable, ça rejoint les autres dossiers qui étaient favorables, et ça conduit donc à l'accréditation par la suite par le Conseil des ministres. Voilà. Et si le résultat n'est pas
favorable, malgré donc le recours introduit, eh bien, il faut relancer la demande l'année suivante. Je parlais tout à l'heure qu'il y a un coût d'investissement, mais il ne faut pas regarder que le coût d'investissement, il faut regarder surtout le retour d'investissement parce qu'on se bonifie lorsque on est accrédité par le CAMES. Nous en parlerons tout à l'heure. Le Conseil des ministres avait fixé pour l'ancien système, avec ses équivalences pour le système LMD, avait fixé un montant depuis 2009, figurez-vous, depuis 2009. Et nous sommes en 2020, donc vous voyez le temps que ça a mis, hein, malgré les fluctuations, malgré l'augmentation des coûts de services, hein, le CAMES est resté stable depuis 2009, hein, avec des coûts variant entre 2 millions et 3,5 millions. Et dans le cadre du renouvellement, le CAMES a introduit la notion de prix dégressif pour encourager au renouvellement. Hein. Alors, comme vous le voyez à droite, il est pratiqué des réductions de 75% pour un diplôme s'il s'agit de plusieurs établissements, hein, qui soumettent le diplôme, par exemple. Et 60% pour 2 à 3 diplômes, 50% pour 4 à 5 diplômes et 30% pour plus de 5 diplômes. À côté de cela, le même arrêté avait fixé également la notion d'attestation. En fait, il faut dire que la garantie de la qualité en ce qui concerne l'accréditation, hein, passe par la reconnaissance de l'accréditation, mais il faut aussi s'assurer que le diplôme qui pourrait être brandi quelque part auprès des employeurs, auprès des utilisateurs, il faut s'assurer que ce diplôme a bien obéi, que le candidat qui est détenteur du diplôme a bien obéi au système d'évaluation. C'est pourquoi un dispositif avait été très tôt mis en place pour que le CAMES puisse délivrer des attestations, hein, de diplômes, hein, à tous ceux-là qui ont eu à participer à une formation qui est reconnue par le CAMES. Et ceci devait se faire au vu des procès-verbaux, hein, des jurys. Alors, l'arrêté du secrétariat général de 2014 dans le cadre du renouvellement a réaffirmé ce principe et en a fait une condition puisque ça participe au renforcement de la qualité, ça participe à la crédibilité du diplôme, ça participe à préserver, hein, la qualité du diplôme et à éloigner le spectre malheureux des faux diplômes. Le secrétaire général a également, pour mieux accompagner cette disposition, a procédé à la réduction des tarifs qui étaient fixés bien avant. On est passé pour le premier cycle en termes d'attestation de 25 000 à 15 000, de 50 000 à 30 000 et de 75 000 à 50 000. Ceci pour les établissements qui viendraient à respecter cette disposition conformément à leur engagement, hein, qui viendraient à les respecter dans les 3 années suivant la reconnaissance officielle. Par contre, pour ceux qui dépassent les 3 années suivant cette reconnaissance, une pénalité a été instaurée par le même arrêté, le dernier arrêté qui a vu
la mise en place de la réduction, elle a introduit aussi une légère pénalité. Hein. Les anciens tarifs sont à 25 000, alors les nouveaux tarifs passent à 20 000 suite à la pénalité, 50 000 à 35 000 et 75 000 à 60 000. Quels sont les avantages de l'accréditation? Ces avantages intègrent deux dimensions, la reconnaissance et l'équivalence, qui impliquent des effets civils et académiques. Autre avantage, c'est de garantir la qualité de la formation. C'est une fierté d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi, parce que les critères d'accréditation adressent aussi la question emploi. On vous demande comment vous prenez en compte la dimension du bassin de l'emploi dans la création de votre curriculum. De garantir une meilleure insertion dans le tissu social, d'assurer la mobilité professionnelle académique, de faciliter pour les ISR privés leur adhésion au CCG et d'améliorer la réputation de l'établissement. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cet outil puissant que constitue le PRED et que nous avons mis à la disposition du CAMES, de l'espace CAMES depuis 1972. C'est dire l'expérience que nous avons en la matière et notre capacité donc à accompagner les changements. On ne peut pas conclure sans pour autant parler du Covid-19 parce que le Covid-19 s'est présenté comme un atout, comme un défi dans notre espace. Alors, comment le CAMES a pu contribuer ou va contribuer à la prise en compte de ce vécu du Covid-19? Quelques constats. Malgré la promotion du numérique éducatif, le plaidoyer que le CAMES a fait depuis 2013 dans le cadre de son plan stratégique 2015-2019, qui a vu l'inscription sous forme d'axe 3 et dans le cadre de l'ASCAT, qui a vu l'inscription de la notion de la dématérialisation, ce qu'on appelait le programme Silhouette du CAMES. Donc nous avons depuis 5 ans fait le plaidoyer au niveau des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans le cadre du réseau international des établissements privés de l'enseignement supérieur du CAMES, RIDEPES, ou dans le cadre du CCG, Comité consultatif général, intégrant notamment les recteurs, les institutions d'enseignement supérieur de recherche, etc., etc. Aussi bien également dans le cadre du Conseil de ministres, puisque ce sont eux qui prennent les décisions, nous avons dit qu'il faut passer au numérique. Le numérique qui nous permet un meilleur archivage, qui nous permet de faire des économies, qui nous permet de résoudre les problèmes de distance, qui nous permet de résoudre les problèmes de massification. Tout ça, on a plaidé pour cette cause. Et puis, c'est l'ère du temps aussi. C'est l'ère du temps. Vous ne pouvez pas travailler dans un nouveau contexte avec des outils anciens. Il faut tirer le meilleur des outils, des nouveaux outils, hein, et c'est ce qui permet une meilleure adaptabilité. On se rend compte que malgré ce plaidoyer au niveau de l'espace, très peu d'institutions d'enseignement supérieur de recherche disposent de plateformes de formation en ligne et d'enseignants formés au tutorat à distance. Parce qu'autre chose est de disposer du matériel et d'en faire tout simplement un matériel qui est visité par les invités externes qui viennent vous voir. Donc, c'est un matériel qui est seulement là et qui ne sert pas. Ça, c'est une chose, mais autre chose est d'utiliser réellement. Donc, beaucoup ont été surpris, malgré aussi cette présence, ont été surpris parce qu'ils n'avaient jamais utilisé ce matériel-là. La majorité des ISR n'ont pas assuré
la continuité pédagogique après la fermeture imposée par les États pour répondre, pour endiguer cette pandémie. Donc, c'est un constat vraiment négatif. Celles qui ont pu assurer la continuité pédagogique ont rencontré des difficultés techniques. Des établissements de formation européens et américains sont venus et ont offert gratuitement l'accès à leur plateforme pendant la crise avec la clé des attestations et des certificats. Que valent ces certificats? Est-ce qu'il y a eu une tropicalisation? Est-ce que c'est autant de questions? On note également que l'enseignement à distance est apparu finalement, malgré ce qu'on peut relever comme insuffisance, est apparu comme une alternative pour faire face à cette situation de crise. Dans sa mission d'agence régionale d'assurance qualité d'accréditation, le CAMES, qui dispose déjà d'un référentiel de FOAD, de formation en ligne, le CAMES qui en dispose déjà, va renforcer tout ceci. Un référentiel et guide d'évaluation des offres de formation bimodale est en train d'être est en train d'être rédigé et va faire l'objet rapidement d'une validation. Un référentiel et guide d'évaluation des offres de formation en ligne, FOAD, et les MOOC vont être également renforcés. Enfin, un référentiel, un guide d'évaluation des offres de formation certifiantes au fin d'accompagner au mieux les ISR de la gestion de leur système de formation en cohérence avec la démarche qualité va aussi être diffusé sous peu. Voilà les réponses que nous avons apportées pour renforcer la résilience de notre espace face aux pandémies, mais également pour renforcer leur compétitivité. En termes de conclusion, je voudrais dire que, et j'espère vous avoir convaincu, que l'assurance qualité n'est pas une alternative, c'est une exigence. Ce n'est pas un luxe, comme le pensent certains, qui ne voient que le coût de l'investissement initial. En effet, un grand homme qui a marqué l'histoire a dit et a fait la preuve de cela. Lincoln disait que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Le CAMES et les ISR de son espace ont tout intérêt à se mettre ensemble immédiatement pour explorer les champs infinis des opportunités qu'offre le cadre régional d'assurance qualité du CAMES. Pour terminer, je vous invite à méditer l'un des pères fondateurs, l'une des pensées d'un des pères fondateurs du CAMES lors de son discours d'ouverture pendant la conférence des chefs d'État de l'OCAM consacrant la création du CAMES. Il disait ceci: les institutions valent par l'esprit qui les anime, par leur souplesse, actuellement on parle d'agilité, qui permet les adaptations aux situations nouvelles. Je nous invite à faire preuve d'adaptation avec courage et détermination. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette brillante présentation. Je pense que le second point de cette réunion porte sur les questions. Donc, nous allons passer maintenant au débat avec les participants. Sauf si, peut-être, Monsieur le Secrétaire Général, si les experts du CAMES qui sont là, je vois Professeur Luchou, je vois Mamadou Sarr, s'ils ont des compléments d'information à donner sur ce qui vient d'être dit. Ok, je suis prêt à donner la parole aux experts du CAMES qui nous accompagnent dans cette mission, pendant que nous sommes là, s'ils ont envie de dire quelque chose, en entendant qu'il y ait une question qui serait dans ce cas prioritaire. Personne ne pose de questions? Nous sommes dans le cadre d'une co-construction. Je vois Ista Semak, c'est les yeux. Il y a aussi Pardon? Youkan.
La directrice générale d'ISTA, c'est Marc qui lève la main. Ok, d'accord. Il faut lui donner la parole alors. Oui, professeur Bati. Oui, bonjour madame, chers partenaires. Je vous félicite pour l'initiative, en fait. Et je suis tout à fait ravie de savoir qu'il y a des textes qui sont là qu'il nous faut rappeler pour la mise en œuvre de certains textes qui sont même dans les oubliettes depuis 72. Et là, avec le Covid, certainement, il y a eu à bosser en fait certaines méthodes. Et ce que j'ai dit, c'est que nous allons nous référer à tout ce que vous venez de dire avec des éléments et des textes d'application à l'appui pour voir comment est-ce qu'on peut donc mettre les choses qu'on peut mettre et puis le faire également savoir au-delà de notre institution. Donc, c'est juste pas des questions, mais c'est juste vous remercier, vous féliciter, vous encourager donc à continuer dans cette initiative. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour ces encouragements. Professeur Glito, on commence par la dame. Bien. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci et toutes mes félicitations pour cette conférence qui nous édifie. Et moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'avoir fait le lien entre l'assurance qualité et la réalité que nous traversons en ce moment avec la COVID-19. Les universités ont été physiquement fermées, mais nos étudiants ont dû continuer à travailler. Sans ce que vous avez dit, la formation des enseignants pour le travail à distance, et sans la formation des étudiants, une formation préalable des étudiants pour l'acquisition de la formation à distance. Donc, nous nous sommes retrouvés dans la plupart des pays, les étudiants se sont retrouvés simplement à prendre des cours, des PDF en ligne et à ne pas savoir comment exploiter ces PDF. Or, ils vont être interrogés et les universités vont devoir faire des examens sur cette base-là. Donc, c'est vraiment une sonnette d'alarme que la maladie, la COVID-19, a fait teinter en ce moment. Qu'est-ce que le CAMES dans l'urgence? Qu'est-ce que le CAMES, je dis le CAMES, donc c'est toute la communauté, peut faire dans l'urgence pour pallier un peu les insuffisances probablement de la formation que nous aurons cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me pose la question, je n'ai pas de solution, donc je pose la question à la communauté parce que nous aurons une formation, des diplômes cette année et que valent véritablement ces diplômes si on les a, si on a travaillé dans les conditions actuelles. Merci beaucoup. Ok, merci. Je prends la question et puis en répondant plus tard, on prend encore les autres. Nous avons le professeur Komla Sanda et M. Touré qui avaient demandé tout à l'heure. Oui, bon, par droit de net, c'est je crois Touré, professeur Touré. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je voudrais d'abord vous féliciter à la suite des collègues pour cette initiative qui nous interpelle. Faire une contribution et poser une question. La contribution, c'est que la partie qui m'a le plus intéressé dans votre conférence, c'est la contextualisation. C'est-à-dire l'épidémie de la Covid a été pour vous une occasion de faire le lien entre la réalité du terrain et la situation de nos enseignements et de nos universités. Nous avons tous été confrontés cette année aux restrictions de liberté, plus ou moins, qui ont fait que les enseignements n'ont plus pu se dérouler en présentiel. Et il a fallu donc chercher des solutions. J'ai vu que le CAMES a apporté des réponses, a cherché à apporter des réponses, mais en se plaçant juste du côté de l'évaluateur, en mettant en place des guides, des référentiels et des guides d'évaluation en ligne, c'est bien, qui permet d'évaluer sans que les gens aient besoin de se déplacer. Mais je pense que le CAMES devrait aller plus loin, c'est une demande, devrait aller plus loin en offrant la possibilité aux universités qui n'ont pas les moyens d'avoir des plateformes de virtualisation des enseignements labellisées CAMES. Labellisées CAMES, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, par exemple, là, nous utilisons le Zoom.
nous utilisons le Zoom actuellement. Je pense que le CAMES peut, à son niveau, implémenter une plateforme de formation virtuelle qui devrait permettre aux universités de l'acquérir moyennant des finances. Ça coûte de l'argent. Ce serait une plateforme accessible pour les universités de nos différents pays qui leur permettrait de faire la continuité des enseignements en cas de situation de crise. Parce que la COVID doit être une opportunité que nous devons saisir pour ne plus nous retrouver dans des situations de dépendance totale du présentiel. Je parle en convaincu. Avec votre avènement, on a commencé à parler de la silhouette du CAMES, qui est une doublure virtuelle du CAMES, qui a permis d'avoir beaucoup d'avancées. Il faut continuer dans cette voie-là, des suggestions que je vous fais, et de faire en sorte que le CAMES puisse offrir aux universités des plateformes propres au CAMES, qui appartiennent au CAMES, mais que les universités peuvent louer pour assurer leurs enseignements en cas de situation de crise comme celle-là. Ma deuxième intervention sera une question pour le prêt. Le prêt s'est déroulé en novembre 2019. Normalement, le Conseil des ministres aurait dû se réunir pour valider les résultats, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent à cause de la COVID. Je pense que le Conseil des ministres aurait pu faire cette réunion de manière virtuelle pour qu'on ne souffre pas de ces retards. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas la validation. Alors, donc, je dis, le CAMES devrait utiliser normalement la virtualisation du Conseil des ministres pour permettre la validation des résultats de la PREP 2019 qui s'est déroulée en novembre 2019. La question que je pose est la suivante. Étant entendu que la validation ne s'est pas faite jusqu'à présent, est-ce que lorsqu'elle se fera, les résultats seront pris en compte seulement à partir de novembre 2018 ou à partir de la date de signature? Est-ce que ce qui fait qu'il y aura un problème sur le nombre d'années? Parce que la durée, c'est 5 ans en principe. Déjà, on a presque mangé 1 an. Si ça ne sort qu'en, par exemple, en novembre, on aura mangé 1 an, il ne restera plus que 4 ans avant qu'on ait besoin de renouveler. Est-ce qu'il sera possible de rattraper ce retard-là d'une manière ou d'une autre pour les universités dont le programme a été accrédité en novembre 2019? Je vous remercie. Voilà, Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, professeur Somla Kanda a demandé la parole. Je ne sais pas s'il tient toujours. Ok, bonjour. Bonjour. J'aimerais à mon tour féliciter Monsieur le secrétaire général du CAMES pour l'occasion qu'il nous donne de nous rencontrer et vraiment saluer sa vision dématérialisation de nos activités qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons malgré tout travailler. L'intervenant qui m'a précédé, M. Touré, a bien pris une de mes préoccupations, à savoir, nous avons fait une expérience difficile de ces cours à distance dans lesquels nous avons sauté comme ça sans aucune préparation, ni pour les enseignants, ni pour les étudiants. Et on se débrouille cas un cas. Ma sœur aînée, Madame Glito, a dit, ça donnera quoi aux évaluations? On ne sait pas encore. Mais on les fera, ces évaluations, d'une manière ou d'une autre, moment venu. Et donc, à la suite de M. Touré, je voudrais que le CAMES développe des choses, des plateformes qui pourront, disons, avoir ce label CAMES et qui vont rassurer les parents, qui vont rassurer les autorités. Si nous en venions à les utiliser, peut-être les domestiquer pour les adapter à nos réalités. Parce que il y a des ministres qui disent ah non, moi je n'ai pas donné d'autorisation pour faire des cours en ligne, étant donné toute l'antériorité que le secrétaire général du CAMES vient de développer pour rappeler tous les efforts que le CAMES a fait pour que les établissements d'enseignement supérieur se mettent dans la pédagogie numérique. Je me demande s'il faille encore attendre aujourd'hui d'avoir l'autorisation d'un ministre de l'enseignement supérieur avant de s'y lancer, parce que c'est déjà fait depuis. Je pense que le ministre, lui qui devrait peut-être se mettre à jour, et pas les universités qui font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord. Et donc,
ma sollicitation, c'est vraiment qu'on aille rapidement vers ces plateformes labellisées CAMES pour qu'on a vu tous les avantages. Nous faisons actuellement une expérience à l'université de Kara. Les étudiants disent que les conditions de travail sont vraiment difficiles. On n'a pas d'équipement, l'Internet n'est pas toujours accessible et quand il est accessible, il est cher. Mais ils sont quand même... On a fait un sondage où 4000 étudiants à peu près ont participé par question. Et il est ressorti de ce sondage que 39% disent qu'ils ont pu suivre les cours malgré les conditions difficiles. Et que 39% souhaitent que la pédagogie à distance puisse continuer même après la Covid. Donc, il leur faut quoi? Il faut qu'on ait cet outil, plateforme labellisée CAMES, qui vont rassurer les étudiants, rassurer les parents et aussi nous aider à plaidoyer auprès des autorités pour que l'accompagnement qui doit être fait puisse être fait. Voilà la seule requête que j'ai faite et je termine en félicitant à nouveau Monsieur le secrétaire général du CAMES pour sa vision parce qu'il nous a fait faire un saut qualitatif dans la digitalisation et qui nous sauve aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut déjà réagir. D'abord en vous remerciant pour ce partage de préoccupations qui interpelle le CAMES par rapport à ses missions. CAMES qui doit avoir une position d'avant-garde et qui ne doit pas se limiter juste à donner des réponses ponctuelles, mais à anticiper ou à prendre le problème de manière globale sous tous ces différents aspects. Effectivement, le référentiel que nous avons mis en place, c'est un référentiel d'évaluation et d'auto-évaluation. Auto-évaluation et après évaluation. Il y en a qui ont fait le plongeon parce qu'il fallait bien se sauver, il fallait bien faire face à la situation. Ils vont apprendre malheureusement dans la douleur parce que lorsqu'on fait l'auto-évaluation, c'est une façon de s'assurer que ce qu'on met en place, façon de s'assurer que ce qui est en train d'être mis en place est conforme pour être reconnu. Donc, voyez-vous, c'est vrai que nous sommes mis dans la position où on est prêt à évaluer, c'est vrai. Mais dans cette position-là, en même temps, on dit comment il faut faire pour que l'évaluation soit bonne. Je prends intégralement la proposition qui a été faite pour valoriser les compétences en fait, des différents promus du CAMES. Parce qu'effectivement, on peut avoir des cours, on peut organiser également des MOOC en ligne, etc. Je pense que c'est ce travail-là, nous pouvons effectivement, nous avons le devoir de nous y engager. Le problème, malheureusement, c'est que nous ne sommes pas souvent aussi encouragés par les collègues. Il y a des référentiels que nous avons mis en place. Les collègues vous disent, oui, ce sont des bons référentiels, mais comment on doit faire, procéder pour avoir accès? Je me souviens, on a mis en place un référentiel Magie qui permet d'accompagner les responsables actuels et futurs et potentiels d'institutions d'enseignement supérieur au management. On a présenté ça à la CRUFA aussi, la conférence des recteurs des universités d'Afrique francophone. On a présenté ça au comité consultatif du CAMES. Tous les recteurs ont applaudi, mais personne n'a fait le pas pour dire que oui, il faudrait que nous y mettions. Donc voilà, c'est vraiment pas encourageant du tout également lorsque on met des initiatives de ce genre et que par la suite
l'engouement reste tout simplement de paroles, mais ne passe pas par les actes. C'est une préoccupation, mais en tout cas, je fais mienne, je prends intégralement ce que vous avez évoqué, parce que ça devrait faire partie effectivement d'un service que nous devons promouvoir. La question a été aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. C'est pareil, nous, on a mis à votre disposition les outils. Il revient au premier responsable de chaque institution de faire preuve d'éthique et de déontologie, d'être courageux, de ne pas être simpliste en se disant oui, on a bricolé et on peut admettre que c'est bon. Non, je crois qu'il faut, avec réalisme, évaluer ce qui a été fait et si ce n'est pas bon, se donner des moyens dans l'espace et dans le temps pour rattraper tout ça. Parce que ça peut être rattrapé, mais en jouant en mettant à profit notamment les TIC, peut être rattrapé, en mettant à profit les TIC, mais en les mettant à profit tel que ça se fait, selon les règles de l'art, mais pas en bricolant. C'est pourquoi je reviens sur le fait que le code d'éthique, de déontologie, la déontologie doit conduire tout le monde. Chacun, face à ses responsabilités, doit évaluer ce qui a été fait. C'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Il doit le faire au regard des pratiques. Vous avez les outils, nous avons mis à votre disposition les outils. Vous voyez ce qu'on fait dans pareille situation et vous vous positionnez. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir, etc., etc. Mais il y a nécessité effectivement de se poser la question, est-ce que nous allons sur le marché de l'emploi des diplômés de ce genre? Est-ce que ces diplômés ne méritent pas un renforcement de capacité? Est-ce que ça ne nécessite pas d'utiliser tous les moyens dont on dispose pour réaménager, mais vraiment sérieusement, l'espace et le temps afin de pouvoir atteindre les objectifs nobles qui sont les nôtres, formés en respectant la qualité. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Est-ce que je voudrais pas répondre à ma question sur l'évaluation, l'accréditation par le prêtre? Ah oui, mais c'est parce que j'avais déjà répondu en disant qu'on a mangé ça. Bon, c'était une façon de parler. Non, nous y sommes, nous ne sommes pas encore en retard. Nous ne sommes pas encore en retard. Le Conseil des ministres devait se tenir dans la première semaine de juin. Et nous avons lancé une consultation interne des ministres. On a lancé une consultation. Parce qu'en fait, la démarche veut que la conformité soit regardée par le CCG. Et cela a été fait en janvier. Donc, en janvier, nous avons eu l'avis favorable sur l'ensemble des dossiers au niveau du CCG. Maintenant, pour le Conseil des ministres, il suffira tout simplement de vérifier si les établissements qui ont été promus par le CAMES remplissent bien le cahier de charges dans leur pays, conformément à ce qui a été dit. Donc, par rapport à ça, nous avons donc écrit depuis maintenant deux semaines pour une consultation individuelle des ministres avec avis. Et d'ici la fin du mois, avant la fin du mois, on devrait avoir les résultats et puis une décision devrait sortir. Donc voilà, vous l'aurez en tout cas avant le mois d'août, vous aurez la décision, chaque établissement aura la décision. Mais c'est sûr, nous sommes en train de... La question d'organiser un conseil de ministres à distance a été aussi évoquée, mais c'est beaucoup complexe, il y a beaucoup... c'est une grosse machine, hein, le conseil de ministres du CAMES, c'est une très grosse machine. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui font que à l'heure actuelle, on ne l'a pas envisagé. Mais à dessein, pour sauver aussi le Conseil des ministres, parce qu'il faut éviter que ça devienne une panacée. Un pays qui ne veut pas organiser le Conseil des ministres va vous dire, oui, nous, on fait ça à distance. Alors qu'il est important qu'on se voit en présentiel. D'autant plus que nous, le Conseil des ministres du CAMES,
c'est l'organe où on prend les décisions et le conseil de ministre du commerce se tient seulement une seule fois l'an. On ne peut pas se permettre de ne pas se voir en présentiel au moins une fois par an pour parler des problèmes importants de l'enseignement supérieur et déployer la diplomatie qui s'accompagne. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, nous allons prendre successivement professeur Mamadou Sarr. Je crois qu'il y a M. Ali Agar. OK, donc je vais donner à Paul Giniès par amitié. Oui, bonjour, monsieur le secrétaire général et chers amis, et salutations à tous les collègues. Et vraiment, chapeau pour cette initiative. C'est d'un seul coup, j'ai devant mon écran une partie de l'espace CAMES, et je trouve ça extrêmement impressionnant. Et je me dis, qu'à cette crise, il y a quelque chose de bon, c'est de revoir effectivement un certain nombre de visages à travers cette belle initiative. En tout cas, un grand merci. C'est vraiment important de se retrouver aujourd'hui. Beaucoup de bonnes choses ont déjà été dites et je pense que je reprendrai simplement le fil là aussi sur l'intérêt d'aller vite sur cet espace, on pourrait dire du numérique ou du TIC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fois on s'est aperçu que par la crise que c'était incontournable et on a tous bricolé. Pour essayer de s'en sortir, on continue à bricoler. Donc, du coup, il faut qu'on s'organise de façon, là aussi, qu'on tire les leçons, ce qui a été dit et qu'on voit comment on peut améliorer la qualité de service. Il y a tout un tas de contraintes qu'on n'avait pas nécessairement perçues. Et puis ensuite, parce que je pense qu'il y a un enjeu pour l'espace CAMES et tous autour qui sommes réunis, c'est qu'on voit beaucoup de nos étudiants aujourd'hui ou même des professionnels commencer les études dans nos établissements, mais surtout aujourd'hui, continuer, je pense au niveau master par exemple, sur des offres internationales qui sont quasiment 100% en ligne, ou avec, etc. Donc on a une concurrence extrêmement forte, et je ne suis pas sûr que ces formations, alors qu'aujourd'hui, les enjeux pour l'Afrique et pour l'espace sont aussi de former des gens dans le contexte et avec le corps professoral qui est celui de l'espace CAMES, il y a un danger pour nous de voir effectivement aujourd'hui une sorte de fuite, je dirais une nouvelle fuite des cerveaux d'une autre manière que celle qu'on a connue il y a 20 ou 25 ans. Quoi. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je pense que je salue encore et merci au OSG, à toute l'équipe CAMES, à tous les collègues qui nous ont rejoints. En tout cas, nous, au niveau d'IAM et de TACAFA Éducation aujourd'hui, nous serons ravis d'être à vos côtés pour participer à ces réflexions. Merci. Professeur Agar. C'est M. Moussa Diarra du groupe IPSTI du Sénégal. C'est vous qui avez demandé la parole. Oui, c'est moi qui ai demandé la parole. D'accord, alors prenez-la s'il vous plaît. Bien, merci Monsieur le secrétaire général. Je vous félicite pour votre brillante présentation. Surtout, vous m'avez permis aujourd'hui de comprendre l'organigramme institutionnel du cadre continental jusqu'au cadre institutionnel dans nos établissements. Je vous remercie grandement pour ça. Maintenant, dans votre intervention, vous avez dit que les évaluations vont se faire à travers les relations entre les différents cadres, non pas par subsidiarité, mais par osmose. J'ai bien retenu ça. Maintenant, ici, il se trouve qu'ici au Sénégal, nous avons d'abord, en tant qu'établissement, le devoir de passer d'abord par l'ANAQ-SUP pour une évaluation des référentiels, n'est-ce pas, avant maintenant de proposer nos diplômes ou même l'évaluation institutionnelle au CAMES. Je voudrais savoir, dans le cadre des relations d'osmose que vous prenez, quelle stratégie pourrions-nous mettre en place pour faciliter, pour nous permettre d'avoir une harmonisation des référentiels, à même de nous permettre, en tant qu'établissement, de faire valider nos diplômes et même faire l'évaluation institutionnelle par le CAMES. Maintenant, la deuxième question, j'ai une deuxième question. Depuis 2014, vous avez mis en place un guide d'implantation des agences nationales. Et il y avait en son temps l'ANAQ-SUP et le CNH du Mali. Est-ce qu'il y a d'autres agences qui ont été créées actuellement, n'est-ce pas? Je voulais savoir. Maintenant, par rapport au Covid, nous, établissements privés, en général, nous avons mis en place des plateformes.
L'enseignement n'est pas le problème. Le problème, c'est l'évaluation. Le CAMES, est-ce que au niveau du CAMES, il y a des formes d'évaluation en ligne qu'on pourrait mettre en place pour nous permettre de nous en inspirer pour faire les évaluations en ligne. On peut enseigner en ligne, mais évaluer en ligne reste un problème. Je pense que la plupart des établissements en général, le CAMES étant l'institution régionale de référence, a-t-on pensé à mettre en place des formes d'évaluation pour nous permettre. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci. Merci bien. Monsieur Assali. Oui, nous avons monsieur Aka Kwame et professeur Sarr qui avait demandé la parole depuis longtemps. Oui, mais tu sais que le professeur Sarr, c'est l'expert du CAMES, donc je fais d'abord passer ceux qui viennent puis après. Donc, monsieur Aka Kwame. Ok. Oui, voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. Je suis donc Aka Kwame, fondateur de l'Institut universitaire d'Abidjan. Je voudrais à mon tour féliciter le secrétaire général pour l'initiative prise afin de nous édifier davantage sur le fonctionnement du PRED. Et je voudrais juste poser une question de détail en rapport avec les frais de dossier. J'ai cru comprendre que désormais, il faudra, pour les cours en ligne, demander aussi une accréditation. Les programmes de formation en ligne demandent aussi une accréditation. Alors, la question que je me pose est de savoir si pour un programme, mettons un programme de licence par exemple en économie qui a été déjà approuvé, si lorsqu'on doit le faire en ligne, il faut également faire donc une demande d'accréditation et dans la mesure où on aurait déjà payé les frais pour l'accréditation du cours en présentiel, quel serait alors le montant des frais pour, comme on appelle, la mise en ligne des cours, pour le programme qu'on mettrait en ligne. Donc, c'est juste une question de détail. J'aimerais avoir une réponse par rapport à ça. Parce que à l'IUA, depuis plusieurs années, nous avons des plateformes, nous utilisons des plateformes de cours en ligne. Bon, malheureusement, votre observation de tout à l'heure sur l'existence de la plateforme et son utilisation concrète, nous avons connu ce problème-là parce que les enseignants n'ont pas embarqué immédiatement. Il a fallu attendre donc ces situations de crise pour qu'ils réalisent l'importance de la mise en ligne de cours, ce qui fait que les investissements que nous avons faits auparavant, on a gaspillé de l'argent avec, mais avec donc le Covid, ils se sont rendus compte de l'importance de la chose et ont embarqué. Et maintenant donc, nous pensons pouvoir continuer avec ça après la crise, à la rentrée prochaine, et nous offrons donc 3 possibilités de cours en ligne uniquement, avec possibilité de venir faire les TD sur place et les examens sur place, des cours en présentiel, et puis une option mixte qui ferait les deux. Alors, puisque vous avez, on avait reçu, bien avant cette réunion-là, on avait reçu une lettre de vous, nous demandant donc de faire accréditer les programmes que nous comptions offrir donc en ligne. Donc, ce qui justifie donc la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, quels seraient donc les frais pour des programmes qui ont été déjà autorisés en présentiel et qu'on voudrait faire en ligne maintenant? Quels seraient les frais pour ça? Merci bien. Assali. Donc, on donne maintenant à l'expert du CAMES, puisqu'il n'y a plus d'autres personnes qui parlent. Oui, il y a une main là qui s'élève, mais je vois pas de nom. Oui, super, oui. Donc, bonjour, j'espère qu'on me reçoit. Oui, bonjour. Tout le monde me reçoit, oui. Bonjour, professeur Bachi, et bonjour à tout le panel de ce soir. Je vais commencer par vous remercier pour cette fenêtre que vous nous laissez afin qu'on échange sur les questions qui sont aujourd'hui prioritaires. Je vais aller tout droit, je vais résumer en une seule question. Il dit, cette année déjà, le Covid est arrivé, c'était pas prévu. Et nous, à l'ISPP, par exemple, nous avions les 2 formations, c'est-à-dire la formation en présentiel, la formation en distanciel avec la FOAD, formation ouverte à distance. Et nous avions les accréditations pour les formations en présentiel. Mais c'est avéré qu'en face à la crise, il fallait qu'on s'adapte. Donc, nous étions obligés de créer ce qu'on appelle des échantillons des étudiants pour suivre les formations aussi en ligne. Donc, on était obligés pour pouvoir parcourir le programme et atteindre nos objectifs en fin d'année. Sauf qu'on s'est retrouvé confronté aux situations très difficiles où les étudiants ne maîtrisaient pas
ce qui était prévu, c'est-à-dire le modèle de formation, le chat et tout ça, il fallait refaire toute une formation à ces étudiants qui avaient déjà engagé une formation en présentiel. Donc, face à la proposition du CAMES qui veut instaurer un référentiel d'évaluation de formation bimodal, c'est-à-dire 2 modes, présentiel et distanciel. Aujourd'hui, nous sortant de l'expérience, est-ce qu'on ne devrait pas qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà cette année pour sauver l'année? C'est ça ma question, puisque ça n'existait pas encore là. Là, nous sommes retrouvés face à la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'année? Nous, actuellement, en tant que décideurs responsables d'un établissement, nous avions été confrontés, nous sommes encore confrontés à nos étudiants qui sont des étudiants majeurs, qui se disent, tout qu'on a fait en distanciel, on n'a rien compris. Alors, quand on a évacué les heures, on se dit, on était en train de rattraper le temps, après il faut reprendre. C'est très compliqué. Donc, c'est ça la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'année? Est-ce que dans les années à venir, dans les accréditations de nos masters, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir des masters vraiment bimodales, au fait des formations d'accréditation bimodale, avec des outils, des référentiels qui vont avec? C'était ça la philosophie de ma question. Je vous remercie, professeur. Merci. Merci. Quand on a... c'est M. Ali Agar, je crois, qui est là. Oui. La parole, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir, monsieur le secrétaire général. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'initiative. Merci. Très louable. Vous avez toujours été, le CAMES a toujours été à l'avant-garde de la digitalisation et maintenant ça devient une réalité. C'est une très très bonne chose. Sinon, je parle. Ça va, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, oui. Voilà, je tiens également à féliciter tous les participants parce que ça se met en route petit à petit parce qu'après la Covid, on va nécessairement repenser la façon d'enseigner, d'échanger, même si le présentiel est inévitable. Je voudrais également vraiment vous féliciter pour l'effort qui a consisté à réduire le tarif passant de 25 à 15 dans les conditions où les pouvoirs d'achat sont un problème actuellement dans nos pays. Une telle réduction ne fait qu'encourager les parents à avoir un peu plus confiance en nos institutions. Vous avez répondu partiellement à une question qui est très intéressante, c'est celle de la décision du Conseil des ministres. Pour nous autres qui avons, grâce à votre appui, réussi à passer le cap de la reconnaissance, nous attendons naturellement cette décision. Cette année également, notre institution se prépare à envoyer quelques offres de formation et les étudiants, souvent pressés, me demandent combien de temps prendrait la délivrance ou la livraison, je ne sais plus maintenant, avec le confinement, on a tout oublié, les attestations. Voilà. Combien de temps cela prendrait-il de recevoir ces attestations-là? Nous, on a collecté, et pour être un peu concret, nous avons collecté tous les PV, toutes les demandes, et juste une question pour savoir un peu le temps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on donne à professeur Sarr maintenant, ou bien il y a quelqu'un qui veut parler? Professeur Sarr, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci à tous, chers collègues, chers amis. J'aurais bien aimé prendre la parole plus tôt pour ne pas me mettre dans une posture d'expertise, parce que je voulais intervenir en tant qu'enseignant tout simplement, hein. Mais monsieur le secrétaire général en a décidé autrement. Et en tant qu'expert, je veux souvent parler avant le EG pour qu'il puisse réorienter, hein, avant de corriger au besoin. Mais qu'à cela ne tienne. Alors je voudrais remercier les professeurs Isabelle Buteau et le professeur Maïssa Touré pour leurs questions sur des questions de continuité pédagogique que les établissements d'enseignement supérieur ont dû mettre en place suite à l'événement de la Covid. Nous avons tous mis en place effectivement des plans de continuité pédagogique, mais on s'est rapidement heurté à des problématiques d'inclusion digitale liées à des problèmes de disponibilité de ressources technologiques, ordinateurs et autres pour les étudiants, et de couverture Internet dans les pays. Et ce qui a fait que la question de l'inclusion digitale et la question de l'équité se sont rapidement présentées.
il fallait changer de stratégie de continuité pédagogique en privilégiant la stratégie de mettre à disposition des ressources pédagogiques sans interaction, puisqu'il y a des difficultés, que les étudiants puissent télécharger effectivement ces ressources sous forme de PDF, sans l'acquitter, qu'on évite le décrochage pédagogique, ce qui a été vraiment le plus généralisé dans l'espace, ce qui ne garantit pas les conditions d'acquisition des connaissances. Je pense que ces plans de continuité pédagogique doivent être accompagnés, on est en général dans cette étape, dans l'élaboration de plans de reprise. Et je pense que là, le CAMES devrait aider les institutions en formulant des directives avec un groupe consultatif qu'il mettra peut-être en place pour qu'on puisse accompagner les plans de reprise des enseignements avant les évaluations, qu'on puisse mettre en place ce qu'on peut appeler des plans de remédiation, de renforcement, de remise à niveau pour que les étudiants soient dans les meilleures conditions, les conditions optimales de passer leur évaluation. Parce que on sait que bien il y a des écarts entre les résultats d'apprentissage attendus et la stratégie pédagogique mise en place en transposant les ressources et simplement sans interaction avec les étudiants. Je pense que nous avons déjà, comme je l'ai dit, élaboré des plans de continuité pédagogique. Maintenant, il faudra qu'on réfléchisse ensemble sur les plans de reprise. Donc, cela me ramène à une autre question qui est fondamentale par rapport à nos référentiels, qui ont fait que nous avons toujours travaillé en situation normale, jamais en situation dégradée, puisqu'on n'avait pas imaginé qu'une pandémie pouvait bloquer et fermer les infrastructures physiques. Je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse également sur nos référentiels. Je ne parle pas des référentiels FOAD et FAD, qui sont des référentiels qui sont adressés à des programmes de formation dont le taux de digitalisation ou le taux de virtualisation est vraiment complet, qui avoisine les 80 à 100%. Je pense qu'on n'est pas dans cette configuration. Les référentiels des programmes de formation qu'on évalue actuellement dans le TRED n'ont pas intégré des possibilités de fonctionnement en mode dégradé. Je pense qu'il faudra intégrer dans nos référentiels un champ ou des standards d'évaluation. Quelles dispositions les institutions d'enseignement supérieur doivent prendre pour qu'en situation de dégradation, qu'ils puissent continuer leur activité pédagogique. Je pense que ça nous permettrait de valider les plans de reprise, de remédiation, de consolidation, de remise à niveau que j'ai évoqué tantôt, pour que ces référentiels prennent en compte ces dimensions, puisque ça peut se reproduire plus tard. Donc, il faudra qu'on intègre vraiment ces aspects de fonctionnement en mode dégradé et qu'on ait en backup des stratégies de digitalisation et de pédagogie numérique pour pouvoir rebondir sur nos pieds à la rentrée. Voilà ce que je voulais dire, en m'excusant d'avoir été un peu long, mais c'est juste ces préoccupations que j'ai voulu partager avec le secrétariat. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution qui complète ma réponse par rapport aux questions posées par professeur Glito, professeur Komla. Et puis, tout à l'heure, je pense également par le dernier, celui qui vous a précédé. Bien. Il y a encore d'autres questions? Oui, il y a Mamadou Lamine, je crois. Monsieur Mamadou Lamine. OK. Dans la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à monsieur le secrétaire général. Bonjour à tous les professeurs que j'aperçois dans la liste de présence. On peut mettre un visage? Ah oui. Voilà. Voilà. Donc, j'appelle de Dakar, ESTM Dakar, qui est une école supérieure d'enseignement privé. Voilà, je voudrais féliciter le CAMES et féliciter tous les participants pour les brillantes interventions. Et ma question, elle est simple, parce qu'elle est relative à un aspect qui a été déjà abordé, mais sous un autre angle que je vais intervenir. C'est à propos des attestations, pour l'engagement des établissements à signer, à demander des attestations. Dans le passé, ce sont les étudiants qui devaient contacter le CAMES pour demander ces attestations. Maintenant, il y a un changement pour demander aux établissements de le faire. Est-ce que ces attestations donc doivent être demandées pour tous les étudiants qui sont concernés par le programme accrédité? Ça, c'est la première question. Parce que il y a
ce changement-là va impacter un peu la structure des coûts de formation pour ceux qui offrent une formation privée, parce que c'est un coût supplémentaire qu'on ne facturait pas et qui était laissé librement à l'étudiant. Voilà. Est-ce que c'est aux besoins qu'on fait les demandes pour les étudiants qui en ont besoin, ou bien c'est pour tous ceux qui sont diplômés du programme accrédité? Voilà. Merci beaucoup. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Merci. Monsieur Valère Adonsou. D'accord. Oui, merci pour la parole. Je suis au Centre lassalien africain à Abidjan. Félicitations pour l'initiative. Je voudrais faire un petit partage et en même temps apporter une préoccupation. Il s'agit de notre centre héberge aussi une filière de formation d'enseignants du primaire, à part les instituts supérieurs que nous avons. Il s'est fait que lorsque la crise a commencé, la direction du centre a élaboré un protocole à l'adresse des enseignants, à tous les enseignants, au comité scientifique d'une part et à tous les enseignants. Et les enseignants ne répondant pas, on a ciblé tous ceux qui avaient leur cours semestrialisé avec ce protocole et ils ont réagi. Mais nous avons vu que la manière simple, puisque les gens ne sont pas formés réellement à l'usage de cette technologie pour l'enseignement et les apprentissages, nous avons opté pour l'option Zoom. Et l'option Zoom a permis de faire les cours normalement et d'imaginer des modes d'évaluation en mettant en même temps les fichiers de cours à la disposition des élèves, des étudiants. Donc, fichiers de cours et cours, disons, à distance, mais avec en visioconférence. Avec l'ouverture des rassemblements, nous avons pu faire les évaluations en présentiel, quand bien même qu'il y a eu des évaluations par voie digitale. Mais ce que nous avons constaté, c'est que lorsque les gens n'ont pas les moyens, n'ont pas les outils numériques, il leur est difficile de pouvoir faire cette expérience. Et pour arriver à une digitalisation, j'allais dire, maximale des cours, il y a lieu de maîtriser, disons, les modalités de mise en ligne des cours, des modes d'évaluation, et que nos étudiants et nos professeurs n'ont pas au niveau de nos institutions. Ici, nous sommes en train de réfléchir, voir comment est-ce qu'on peut former les enseignants à toutes les modalités, à toutes les modalités de mise en ligne des cours et d'évaluation. La préoccupation que je voudrais porter, c'est la bibliothèque numérique. Et je pense que c'est très, très difficile, même si pour nos institutions, de disposer véritablement d'une bibliothèque numérique. On peut renvoyer à des liens, on peut acheter certains livres numériques, mettre à la disposition des étudiants, mais je me demande s'il n'y aurait pas une forme de mutualisation au niveau de l'espace CAMES de tout ce qui est ressources documentaires, parce qu'au niveau institutionnel spécifique, avoir des bibliothèques virtuelles, disons, qui donnent des potentialités maximales, je trouve qu'il y aurait toujours une petite limite. Donc, c'est cette préoccupation que je voudrais porter à l'auditoire. Merci. Merci bien. Bien, on a fait le tour. Ok, je crois que c'est la dernière série où après on prendra une ou deux autres questions parce que il y a le temps aussi qui avance. Merci pour les questions qui me donnent l'occasion de mieux échanger et de construire ensemble. Il y a eu des questions, des contributions et s'agissant des contributions, je crois que elles sont tous attestées. On peut
les prendre en compte pour les tester. Pour ce qui est des questions, le CAMES, en matière d'assurance qualité, de mise en place des ANAC, a fait beaucoup d'efforts. Déjà avant la mise en place de l'Agence nationale d'assurance qualité du Sénégal, le CAMES était dans le plaidoyer auprès des États, bien avant cette mise en place, pour que une telle structure soit. Et nous nous remercions, nous nous félicitons, pardon, que cette structure, son existence, démontre par l'expérience qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit et qu'il s'agit d'une structure qui va contribuer à améliorer le système éducatif et de recherche au sein de ce pays. C'est ainsi que dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES, nous avons signé un accord avec l'UNESCO et dans le cadre de cet accord, l'une de nos actions était de mettre en place ensemble les ANAC. Et eux, ils avaient l'appui d'une mairie chinoise, c'est quoi, Shenzhen, voilà, ils avaient donc ces fonds et nous on apportait nos fonds pour notamment la partie qui concernait les pays éligibles de l'espace CAMES. C'est ainsi que le Togo a été accompagné, c'est ainsi que la Guinée a été accompagnée, c'est ainsi que la Côte d'Ivoire également a été accompagnée. Donc, à l'heure actuelle, par rapport aux agences qui sont en train de se mettre en place, nous pouvons citer le Mali qui a déjà son agence, nous pouvons citer la Guinée qui a déjà son agence, nous pouvons citer le Togo qui est en phase d'aboutir au niveau de sa agence. En tout cas, les responsables sont déjà désignés et les équipes y travaillent, les experts pour les études de faisabilité, etc. Nous pouvons aussi dire qu'au niveau du Congo-Brazzaville, là aussi les responsables ont été désignés pour conduire le projet. Au niveau de la RDC, c'est pareil, qui est un pays membre également, qui a bénéficié de nos formations. C'est assez avancé. Donc, c'est un projet qui semble se concrétiser et le tout, c'est que nous puissions travailler de manière coordonnée, qu'on ne se rejette pas. On n'est pas obligé de tuer le père pour exister. Hein, on peut exister tous ensemble. La tendance humaine, c'est un peu ça, mais non, on peut exister tous ensemble. Et on doit d'ailleurs exister tous ensemble. Vous avez un de nos interlocuteurs a parlé aussi de la question de la complémentarité. Quand je parlais d'osmose, c'est plutôt complémentarité. En fait, l'arrivée des nouveaux dispositifs ne doivent pas nous amener à modifier forcément à modifier nos pratiques que nous réussissions déjà bien avant. Je pense, par exemple, au PRED. S'agissant du PRED, du fonctionnement du PRED, avant même qu'il y ait les ANAC, les agences nationales, on fonctionnait avec les ministères de tutelle directement, parce que ce sont eux qui avaient la décision d'habilité, etc., etc. Donc, on fonctionnait avec eux et il y avait toujours un dispositif qui nous permettait de travailler en complémentarité quand il s'agissait d'aller évaluer
sur place. Maintenant que l'ANAC ou les ANAC sont mis en place, avec une certaine autonomie, ils constituent des structures d'aide à la décision pour les ministères. Donc, à partir de ce moment-là, ils assument quelque part les fonctions que faisaient les ministères. Et donc, ceci ne change rien en matière de fonctionnement. Bien au contraire. Et lorsque nous arrivons, nous travaillons ensemble, ils nous accompagnent pour aller faire des évaluations selon les référentiels, selon le référentiel régional, mais pas selon le référentiel national. N'oublions pas que le référentiel régional intègre les experts de tous les pays, pas des experts d'un seul pays, intègre aussi d'autres indicateurs qui sont importants à prendre en compte pour une mobilité au sein de la région. Donc, c'est pourquoi nous, au niveau du CAMES, nous disons qu'on a une pratique qui a toujours marché. Hein. On ne voit pas l'intérêt de changer, de modifier cette pratique et d'aller dans le cadre d'une subsidiarité. Bien au contraire, il faut travailler ensemble pour que on puisse, par cet accompagnement-là, améliorer les différentes démarches. Donc, voilà, l'accréditation au niveau d'un pays est national et donne droit tout simplement à une reconnaissance au niveau national, au-delà des reconnaissances, des accords bilatéraux qui peuvent être entre les pays, qui peuvent étendre tout ça, alors que dès lors que tu es au CAMES, tu as une reconnaissance qui dépasse ton pays. Et il nous arrive, souvent ça me permet d'adresser une autre question qui a été évoquée ici, lorsque les étudiants vont au Canada, dans les pays, en France, au Canada, aux États-Unis, ou bien dans au niveau de l'Union européenne, souvent il nous arrive fréquemment de recevoir des mails où on nous demande de confirmer si le diplôme est reconnu ou pas par le CAMES. Si le diplôme est reconnu et si le candidat, si l'intéressé a bien un diplôme qui est reconnu. Alors là, c'est là où ça pose le problème des attestations. C'est là où ça pose le problème des attestations. Alors jusque-là, je veux dire que nous travaillons d'une manière qui ne nous rassure pas. Nous dégradons, c'est le cas de le dire, la qualité du label CAMES. C'est un risque qu'on court. Hein. Lorsque, en fait, cette question-là, l'étudiant qui va dans un pays en dehors de l'espace CAMES, si cet étudiant-là avait déjà son attestation, le problème ne se poserait pas. Mais dès lors qu'il demande l'attestation après coup, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on considère tout simplement le fait que la formation ait été reconnue, qu'on s'arrête seulement à demander à l'établissement, sans être sûr de la personne qu'on a au bout du fil, de nous dire si ce candidat-là a bien fréquenté à la promotion temps, c'est un risque qu'on prend. Et il faudrait qu'on arrête cette pratique. En même temps, on met en difficulté l'étudiant qui n'a pas forcément toutes les informations, il faut les lui donner, hein, qui n'a pas toutes les informations, hein, et qui va en se disant qu'il a un diplôme reconnu, le fait de bonne volonté, il a un diplôme reconnu, c'est le mettre vraiment en difficulté. Parce que si on lui avait dit que, attention, il faut mieux partir avec ton attestation, il aurait pu le faire. C'est aussi pour dire que la notion, la nécessité de faire délivrer les attestations par les étudiants aux étudiants qui ont participé à une cohorte de diplôme, hein, est importante. Et ça participe à la qualité. Ça avait été déjà prévu dans les textes du CAMES. Jusque-là, on essaie de bricoler. Il faut vraiment que nous y allons dans la qualité. On risque de se retrouver à un point où les vrais bénéficiaires
pourront subir les conséquences de faux bénéficiaires, des gens à qui on aurait délivré un diplôme. Je ne le souhaite pas, mais tout peut arriver. On est des hommes à qui on aurait délivré un diplôme sans avoir passé l'examen. Donc, voilà pourquoi nous tenons à ce que il y ait désormais que la pratique exigeait déjà des délivrances des attestations puisse vraiment devenir une habitude. Et il faut vraiment, ça avait été bien réfléchi, il faut vraiment qu'on puisse y arriver. En tout cas, moi, je ne signe plus je ne peux plus signer à crédit comme ça des attestations ou marquer mon accord à distance en disant oui, c'est un diplôme qui est l'attestation quand le candidat là, c'est bien, il a vraiment passé sans avoir vu le PV des jurys et tout ça, je ne peux plus le faire. C'est pas bon, ça va nous jouer un sale tour. Et c'est tout ça qui nous amène aussi à enregistrer un fort taux de diplômés qui ne sont pas intégrés dans le tissu social. On n'a plus confiance en nos diplômés parce qu'il y a des cas qui arrivent malheureusement à passer frauduleusement et qui remettent en cause tout le système, même si au départ celui-ci fonctionne. Alors, quel est le temps que ça peut prendre? Ben, c'est le temps de nous envoyer juste les PV et automatiquement, nous, on contrôle le PV et on essaie de voir s'il y a une cohérence entre le PV signé par tout le monde et la présence du nom pour pour établir l'attestation. En tout cas, c'est pas une affaire compliquée. On l'a fait ces derniers temps pour certains établissements. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc, on peut se rassurer par rapport à ça. Le temps n'est pas un problème. C'est la volonté de chacun qui devrait nous y amener. Alors, maintenant, on nous a posé des questions d'évaluation en ligne. Bon, l'évaluation en ligne que j'ai en tête directement là, c'est l'évaluation par QCM. C'est celle-là qui permet qui marche le plus souvent sur le grand nombre et en ligne. Maintenant, d'autres dispositifs peuvent être imaginés. Il suffit que le corps professoral se mette en accord pour trouver ce qu'il faut. Dans tous les cas, je reviens sur le fait que les référentiels que nous avons mis en place sont là pour vous accompagner en termes de bonnes pratiques si vous voulez atteindre les résultats optimaux. Donc, d'ici la fin du mois de, disons d'ici septembre, d'ici septembre, les documents validés pourront être sur le site en termes de formation bimodale, formation des certificats, délivrance de certificats, évaluation de certificats en ligne, sous forme de MOOC ou bien en présentiel. Tout ça là, vous aurez ça, vous aurez des référentiels et des guides à votre disposition au plus tard au mois de septembre. En termes de coûts, bon, c'est dommage que le coût puisse être un frein à chaque fois, mais en termes de coûts, l'effort est demandé. Voyez-vous, on n'évalue pas forcément. Il y a un effort global qu'il faut consentir à chaque fois. Parce que si on se met à tout évaluer au prix coûtant, je pense que nos référentiels qui sont parmi les moins coûteux, si vous comparez avec ce qui se fait en Europe, avec les autres référentiels, les référentiels ne sont pas coûteux. Donc là, depuis 19 ans, vous avez vu que on n'a même pas augmenté ces référentiels. Donc, l'un dans l'autre, dans le contexte où nous sommes,
l'investissement peut peut-être varier, mais la démarche, l'effort intellectuel est différent. Hein. L'encadrement est différent lorsque on fait une formation en présentiel et une formation à distance. Donc, ce sont les mêmes prix que nous allons appliquer, même si ça a été reconnu en présentiel. En présentiel, c'est notre environnement, notre accompagnement, une autre expertise d'évaluation, hein, d'autres exigences. Voilà, et ça ne permet pas de passer les critères ne sont pas complètement les mêmes, ne sont pas superposables par rapport à une évaluation en ligne. Et ceci explique quelque part pourquoi le collègue tout à l'heure, burkinabé, je pense, disait que il y a des difficultés, hein, parce que c'est un savoir-faire qui n'est pas le même. Hein, il y a un accompagnement qui ne veut pas être le même, hein, entre le présentiel et la formation à distance. Voilà en gros tout ce que je peux dire, hein, une fois de plus, en prenant en compte les contributions des uns et des autres qui sont pour nous désormais des défis et des challenges. Alors, je vois qu'il y a des messages qui sont arrivés. Bon, je veux, avant de parler à haute voix, je veux le lire d'abord moi-même pour m'assurer que c'est... Je pense que c'est des questions, hein, monsieur le secrétaire général. Il y a d'autres qui saluent aussi. Je pense que l'ensemble des questions... Une question? Ah oui, c'est des questions. Oui, c'est des questions, mais vous avez répondu. La dernière question, surtout, je n'ai pas eu de réponse à ma question auprès des programmes offerts en foire qui ont déjà été accrédités en présentiel. Oui, donc c'est bon. Aka Kwame, vous avez pratiquement répondu à cette question. La première, c'est le sondage. Là, ils ont envoyé à nos institutions un sondage pour savoir comment ils ont fait face à la formation des étudiants dans l'environnement de la COVID dès le mois d'avril. Est-ce que vous avez eu un retour de cette initiative? Non. Je n'ai pas eu de retour et malheureusement, on n'avait pas participé aussi à cette... parce qu'ils avaient animé aussi un webinaire là-dessus. Et j'avais demandé à ce qu'on nous envoie les éléments de communication, mais on n'a jamais reçu ces éléments de communication. Bien, je crois que le tour est fait. Ah oui, sur la bibliothèque numérique. Merci, Monsieur Kentoré. Bon, en fait, c'est même pas une question. Il souhaiterait une mutualisation par rapport à la bibliothèque numérique. Il aimerait qu'il y ait une bibliothèque numérique qui peut faire l'objet d'une mutualisation. En fait, l'UEMOA, dans le cas qui était géré par l'UNESCO, avait prévu de mettre en place une bibliothèque numérique et qui devait même être abritée par le CAMES. Malheureusement, ce n'est resté que au niveau du projet. On n'a jamais eu la suite. Voilà. Mais c'est une idée. Hein, on va voir comment réfléchir sur une éventuelle mise en œuvre. Merci. Alors, il y a d'autres questions? Monsieur Assali? Non, pas de questions, hein, monsieur le secrétaire général. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, je crois que nous acheminons à la fin. Il ne faut pas que nous nous retrouvions seuls et que tout le monde soit parti. Je ne sais pas si ils sont encore là, nos amis. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait l'effort d'être là et je connais certains visages
qui me sont chers. Je vois mon recteur, professeur Elam Issang. Elam Issang était parmi mes étudiants, mes premiers étudiants quand je suis arrivé à l'USTM tout frais de France. Donc, je suis heureux de le voir. Il est là en train de m'écouter. Vous avez le bonjour de la maison. Vous avez le bonjour de la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, vraiment, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Vous voyez la magie du virtuel. Hein, je pense qu'on pourra gagner en menant des combats, des plaidoyers ensemble pour que cette dimension, cet outil puisse être plus facilement mise à notre portée, comme l'est actuellement l'utilisation des réseaux sociaux qui changent toute notre façon de faire, toute notre façon de vivre au sein de la cité. Donc, je vous remercie. Je reste toujours à l'écoute pour que nous puissions ensemble valoriser notre levier de développement qu'est le CAMES. Je vous ai dit à l'entame de nos échanges que nous avons le devoir de perpétuer la volonté des pères fondateurs qui croyaient en l'originalité africaine, hein, une originalité bien sûr qui doit enrichir la dynamique mondiale, le savoir au niveau mondial. Tout à l'heure, Paul Junès évoquait le danger que nous puissions, au niveau du savoir, être là à consommer des MOOC qui ne sont pas des formations qui ne sont pas trop tropicalisées, qui ne tiennent pas compte du contexte et qui nous amèneraient encore dans des situations où on aura des gens formés, mais pas adaptables au milieu, hein, au milieu outil social. Donc, c'est pourquoi le CAMES trouve toute sa substance. Et chacun de nous, au niveau de nos responsabilités, il faudrait que nous nous battions pour que le label CAMES ne puisse pas être vu en dernière position comme une roue de secours, mais que ce soit vu en première position à côté des autres labels avant d'aller vers les autres labels. Voilà le dernier message que je voudrais partager avec vous et vous inciter à l'effort par rapport à cela parce que le retour d'investissement est beaucoup plus... On a perdu apparemment la connexion avec le secrétaire général. Il y a eu un problème technique, mais bon, monsieur le secrétaire général a dit qu'il a dit son dernier mot. Et donc, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.